Bonjour à toi très cher spectateur et bienvenue pour cette nouvelle critique poussiéreuse, et aujourd'hui nous partons loin dans le temps puisqu'aujourd'hui nous allons parler du film Alexandre Nevsky réalisé par Sergei Eisenstein en 1938. Donc là on parle vraiment d'un film d'une autre époque qui a eu lieu dans un pays qui n'existe plus en tant que tel puisque c'est un film soviétique, un film de l'URSS et un film en plus de propagande, un film qui avait un message par rapport au communisme et tout ça à l'époque. Dans le rôle principal, donc celui d'Alexandre Nevsky, ou Alexandre de la Neva, si on le dit en français, nous avons l'acteur Nikolai Tcherkassov, qui était entre autres l'acteur préféré d'un certain Staline, et qui rejouera avec Eisenstein dans Ivan le Terrible. Une autre chose très importante dans ce film, c'est la musique composée par Sergei Prokofiev, qui est un personnage pratiquement du film, j'ai presque envie de vous dire le personnage principal de ce film, tellement la musique est importante. Donc, comme je disais, avec ce film, on voyage dans le temps, et c'est pas un film que je pense de nos jours tout le monde pourra voir comme ça, sans problème. Et je dois vous dire que c'est mon cas. C'est pas un de ces films que je regarde en me disant « Waouh, je vais me divertir, ça va être cool ». Vous avez peut-être déjà entendu, si vous suivez ma chaîne, l'expression faire de l'archéologie. Ce film, je le regarde comme ça, c'est-à-dire je fais de l'archéologie. Je regarde un film qui est considéré comme culte, qui est considéré comme classique, qui est considéré comme tout ce que vous voulez, mais c'est pas un film qui va réussir à m'émouvoir en tant que tel. Je le regarde avec un œil, justement, d'archéologue. Tiens, qu'est-ce qui se faisait à l'époque, comment c'était, tiens, c'est bien fait, ça me plaît moins, blablabla, blablabla. Attention, je suis pas en train de dire que tous les vieux films se regardent forcément avec cet œil archéologue, hein. Moi, j'ai vu des vieux films qui m'ont plu comme si, entre guillemets, comme si c'était un film récent, c'est-à-dire je l'ai adoré, j'ai pas eu de soucis avec le fossé des années. Celui-ci, soyons honnêtes, je l'ai regardé parce que c'est Sergei Eisenstein, considéré comme un des plus grands réalisateurs de son époque et même de l'histoire du cinéma tout court. C'est un film, donc, culte, et est un film qui est connu. Je dois avouer que le fait que ce soit un film de propagande m'a aussi donné un peu d'intérêt, j'avais entendu parler de la musique du film, etc. Et qui plus est, c'est un des films qui a inspiré un de mes films préférés, à savoir Conan le Barbare, pour une certaine scène, et même lorsque Basile Poulet-Doris, donc le compositeur de la musique de Conan le Barbare, travaillait sur Conan, hein, le réalisateur lui a dit « Je veux que tu me fasses une musique qui soit comme celle d'Alexandre Nevsky ». Et vu que la musique de Conan le Barbare, c'est juste une des meilleures musiques du cinéma que vous pourrez entendre de votre vie, et ben forcément, il fallait que je regarde ce film une fois dans ma vie, au moins. C'est ce que j'appelle, pour ceux qui suivent encore une fois ma chaîne, des points d'accroche. C'est-à-dire que quand on va voir un film, il faut qu'il y ait quelque chose qui nous intéresse. Si ça nous intéresse pas du tout, on a beau savoir que théoriquement c'est un des plus grands chefs-d'œuvre de l'histoire, s'il n'y a rien qui nous intéresse, eh ben, il n'y a rien qui va nous intéresser. Moi, j'avais ces quelques points d'accroche qui fait que j'ai eu envie de le voir. Tout ce blabla pour vous dire qu'en gros, je vais pas donner de note à ce film, tout simplement parce que c'est un énorme classique, mais que c'est pas un classique que j'arrive à appréhender de manière émotionnelle, comme un film récent, je vous dirais, ah voilà, celui-là il m'a plu, celui-là il m'a pas plu. Là, je suis plus dans un musée en train de regarder une œuvre d'art, si vous voulez. Quoique certains arrivent à avoir de l'émotion avec des œuvres d'art. Bref, j'espère que vous avez compris l'idée de ce que j'essaye de dire. Voilà, tout simplement. Donc, historiquement, ce film se passe à plusieurs époques. Tout d'abord, l'histoire du prince Alexandre Yaroslavitch, si je l'ai prononcé à peu près correctement, qui est un chef militaire qui a gagné 2 batailles décisives dans l'histoire de la Russie. La première, près du lac de la Neva, voire même sur le lac de la Neva, je ne suis pas tout à fait certain, à vérifier, évidemment, comme d'habitude, hein, ne jamais se laisser avoir par le cinéma, qui lui a donc valu ce surnom de Alexandre de la Neva, Alexandre Nevsky en russe, donc cette bataille où il a repoussé une invasion suédoise. Par la suite, il est aussi connu pour avoir livré bataille contre les chevaliers teutoniques qui voulaient imposer la religion catholique en Russie. Précisons tout de même que ces 2 magnifiques victoires n'empêcheront pas la Russie de se faire castagner la figure par les Mongols menés par un certain Genghis Khan qui ont conquis à peu près tout ce qui leur tombait sous la main. Mais comme d'habitude, quand on parle histoire, que ce soit aux États-Unis, en Russie ou en France, ou même ailleurs dans le monde, on parle surtout des victoires et très peu des défaites. Alexandre de la Neva est donc un saint de l'église orthodoxe, évidemment, puisqu'on en a fait un symbole et un héros national russe représentant le patriotisme, et ce film, évidemment, il met ça en avant, puisqu'il a été réalisé en 1938, deuxième époque historique,
La guerre mondiale n'a pas encore commencé, par contre on sent déjà qu'il y a des petites tensions entre les Russes et les Allemands. On sent que l'Allemagne nazie a des petites idées un peu derrière la tête. Et donc, Staline, le grand Staline, Joseph Staline, demande de produire ce gros film avec beaucoup de budget, de manière à rallier le peuple sous le drapeau, à être des bons soldats, prêts à mourir pour l'amour, la justice et la liberté russe, etc., etc. Évidemment, il y a eu le pacte germano-soviétique, comme on dit, le pacte de non-agression entre Hitler et Staline, qui a fait que le film finalement a été retiré des salles assez rapidement. Quelques années plus tard seulement, l'Allemagne nazie casse ce pacte de non-agression en déclenchant l'opération Barbarossa, donc le plan de conquête de la Russie par les troupes germaniques de l'époque, et le film est donc ressorti au cinéma pour remotiver les troupes pour aller casser la figure aux Schleux, aux Frisés, enfin bref aux Allemands quoi, on va arrêter de tourner autour du pot. C'est pour ça que j'ai dit 2,5, parce que le film se passe à deux moments précis, on va dire, donc l'histoire qu'il raconte, l'histoire du présent à ce moment-là, et elle fait aussi référence à quelque chose qui se passera par la suite, et d'ailleurs avec la même conclusion dans le film que ce qui se passera pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc on peut presque dire que ce film est un film d'anticipation. Presque, hein, on se calme. Hein. En vous disant tout ce que je vous ai dit là, je vous ai déjà à peu près raconté le film au niveau des thématiques, parce que tout le monde vous le dira, c'est un film de propagande, et c'est évident en voyant le film. Hein. Il n'y a pas une réplique du film, je crois, qui n'est pas dans le sens de « bats-toi pour ta patrie, aie le courage, aide les autres, blablabla, vive la Russie, cassons la gueule aux vilains Allemands qui sont pas gentils, blablabla, blablabla. » Tout le film va dans ce sens-là, c'est clair et net. Pour vous illustrer ça, il suffit de rejeter un coup d'œil à cette scène qui est celle qui a justement inspiré Conan le Barbare pour son côté justement barbare. Regardez la manière dans laquelle sont dépeints les chevaliers teutoniques. Et profitez s'il vous plaît aussi, puisqu'on a un petit peu de temps pour regarder la mise en scène. D'ailleurs, vous pouvez regarder les autres extraits que j'ai montrés du film, et vous voyez que cette mise en scène est magnifique. Profitons pour dire que Staline était totalement contre la religion, et donc il en a profité pour casser un petit peu la religion dans le film, hein. Et regardez ces méchants comme ils sont sinistres. Limite stéréotypés. Les chevaliers teutoniques, qui dans ce film d'ailleurs sont montrés comme de véritables salauds, et qui n'ont pas peur d'exécuter des prisonniers. Et puisque ce sont les méchants, donc le mal absolu, allons encore plus loin en les montrant en train de brûler carrément des enfants. Je crois que le message gentil-méchant est totalement clair. Remarquez aussi comme le méchant ressemble à une vieille sorcière. À l'opposé de notre Alexandre Nevsky, qui à la fin du film, on le voit en train de saluer les enfants, que tous les enfants l'adorent, au point de nous donner carrément ce plan aussi final, où il a les enfants sur lui, tout joyeux d'avoir remporté la bataille. Il est donc le gentil, opposé au méchant. Donc en effet, la propagande dans ce film rend cela un petit peu lourd, parce que comme j'ai dit, il n'y a pas une seule réplique du film qui ne va pas dans ce sens-là. Il n'y a rien dans ce film qui n'est pas propagandiste. Cependant, je me permets d'amener une petite réflexion. Propagande, patriotisme, quand est-ce que l'un prend la place de l'autre, etc. Je pense qu'on peut dire que c'est de la propagande du patriotisme, et donc le fait de vendre le patriotisme, mais bon, il faut rappeler que c'est quand même un état de guerre imminent, un état de tension, c'est pas non plus la petite maison dans la prairie qu'il vivait à cette époque. Voilà, pour prendre un exemple, quand notre équipe de foot nationale remporte la Coupe du Monde, hein, on est tous très contents, on lance les pétards, on se prend tous dans les bras, on est les plus forts, on est les plus beaux. C'est pareil, sauf qu'il n'y a pas eu de mort, hein, heureusement. Mais la guerre, finalement, c'est pas si loin que ça, je parle dans le socialement parlant. Mais là, je suis en train de partir dans totalement autre chose, donc je pense que je vais m'arrêter là. C'est juste pour dire que la propagande, on en a partout, dans tous les films, tout le temps, partout. Peut-être que nous sommes habitués à la propagande américaine et que du coup, elle nous fait moins boum dans la gueule. La propagande de chez nous, généralement, elle nous dérange encore moins. La propagande d'un système qui peut-être nous paraît belliqueux, d'un système qu'on n'aime pas, alors là, par contre, ça va nous déranger. C'est tout simplement ça. Je pense cependant que si aujourd'hui les Américains sortaient par exemple exactement le même film qu'Alexandre Nevsky mais pour les États-Unis, on serait quand même en train de montrer du doigt, en train de dire bon là tu vas un petit peu loin quand même.
Le film, pour revenir au film en lui-même quand même, hein, a quelques autres défauts pour moi, comme quelques effets un petit peu vieillots, ou comme si vous avez pu voir aussi dans les extraits que je montrais, on voit que c'est clairement un film filmé sans le son, sur lequel on a rajouté de la musique et des sons, des bruits, un bruitage, et parfois on a quand même l'impression que ça colle pas des masses. Mais bon, ça, ce sont des défauts dus à l'époque, et je pense pas que ce soit non plus une catastrophe absolue à ce niveau-là, hein, loin de là. Hein. Parce qu'à contrario, le film est plein de qualité, et vous avez pu le voir dans les images. Visuellement, il est magnifique. La composition des plans, du premier plan, deuxième plan, c'est magnifique. L'éclairage qui met tout ça en valeur est sublime. Franchement, il n'y a pas à dire. La musique est excellente. À part peut-être à mon goût à un ou deux moments lors de la bataille finale ou quand les Russes attaquent, on a une petite musique un petit peu enjouée comme ça pour dire wouh, c'est la contre, c'est cool, wouh, vive l'attaque. Là je trouve ça un petit peu hors sujet. Mais à part ça, franchement, cinématographiquement parlant, c'est du très bon. J'ai aussi envie de rajouter l'acteur principal, que je trouve qui campe un Alexandre Nevsky assez classe, assez présent, qui a bien ce côté héros, guerrier, je trouve. Non, franchement, ça passe bien. Il n'y a pas à dire. Alors évidemment, si un ami me dit écoute, ce soir j'ai pas envie de sortir, j'ai envie de regarder un film chez moi, qu'est-ce que tu me conseilles? Je vais pas lui dire bah regarde Alexandre Nevsky, parce que comme j'ai dit, c'est un film qu'il faut regarder, entre guillemets, sous certaines conditions, il faut être dans un certain état d'esprit pour voir ce film. Donc je dirais pas que je le conseille à tout le monde, mais c'est quand même un film que je recommande aux gens de l'avoir vu, surtout à ceux qui s'intéressent au cinéma, ceux qui aiment les classiques et tout ça, c'est une expérience à tenter sans autre. Et ben voilà, c'est tout pour cette critique poussiéreuse. Il y a évidemment encore plein de choses à dire, évidemment. Alors, comme d'habitude, j'ai pas envie de dire trop de choses pour que vous puissiez voir le film, même si là, il n'y a pas grand-chose. Je veux dire, on sait où ça va, et puis j'ai déjà raconté beaucoup trop de choses en même temps d'un point de vue scénaristique. Il y a encore des choses intéressantes, comme un petit code couleur lors de la bataille finale, les noirs, les blancs, jetez-y un coup d'œil, hein. Il y a sans doute encore plein d'autres choses, j'ai pas parlé du montage d'attraction, qui est paraît-il une des choses principales du cinéma d'Eisenstein, mais comme je ne suis pas un expert, malgré que je me sois renseigné, j'ai vu même une vidéo qui était une conférence qui parlait de ça, très intéressant, mais je préfère pas en parler parce que je vais dire des âneries, alors autant laisser ça, je vous conseille de vous renseigner, Google is your friend, as we say, ok? Donc je vais m'arrêter là pour cette petite vidéo. Alors sur ce, camarade Durak, idinahui, sukinsin.